Donc Indigo, on est une société à mission née de l'économie sociale et solidaire depuis plus de 35 ans, avec une raison d'être qui est d'accélérer la transition par des expertises et solutions innovantes conciliant respect du vivant et bien-être humain pour habiter durablement les territoires. On est une entreprise de 380 collaborateurs ancrés sur différents territoires et 15 sites avec des domaines d'activité justement qui permettent en lien au sujet d'aujourd'hui, de relever des défis de transition, notamment de résilience climatique, de santé environnementale, avec des ancrages dans les territoires et l'urbain. Les intervenants, effectivement, je ne les représente pas. Euh, alors, première petite partie sur effectivement des enjeux un peu théoriques et communs au sujet d'aujourd'hui sur les centres anciens et leurs enjeux d'adaptation au changement climatique. Donc effectivement, déjà, qu'est-ce qu'un centre ancien? Enfin, c'est un peu compliqué effectivement de répondre à une telle définition. On parle finalement un peu de systèmes complexes composés eux-mêmes de sous-systèmes avec voilà, donc une approche, une entrée aussi patrimoniale de villes héritées et constituées. Voilà, on distinguera centre ancien de centre-ville, qui est une notion beaucoup plus large qui ne va pas forcément concerner que les centres anciens, hein, voilà, qui amène à des approches spatiales, historiques, fonctionnelles, sociologiques. Ensuite, on a effectivement ces centres anciens s'inscrivent dans des contextes spécifiques et territoires avec des dynamiques aussi spécifiques, dans des rapports de centre-périphérie et notamment de polycentrique. Voilà, donc d'un point de vue patrimonial, effectivement, c'est une première entrée de lecture des centres anciens qui sont effectivement voilà, dans les étapes un peu de composition de la ville, de l'époque romaine au Moyen Âge, etc., on renvoyait à des typologies un peu de morphologie urbaine spécifiques. Le Moyen Âge et ses remparts, ses rues étroites, etc. La Renaissance et les lieux de déambulation, d'expression artistique. Le 19e avec des périodes d'industrialisation, d'exode aussi rural, de surpeuplement, mais aussi de périodes d'embellissement avec des grandes perspectives, des alignements. Et puis le 20e et 21e siècle avec des phénomènes de métropolisation, de banlieue, de périurbanisation. Donc effectivement, la question, c'est où s'arrête la ville constituée quand intervient la bascule. On pourrait se dire finalement que l'arrivée de la voiture et de paradigmes un peu nouveaux entraîne voilà, ce passage du centre constitué ancien à d'autres formes. Donc, là, c'est un extrait effectivement que vous pouvez voir de l'ère de valorisation architecturale et paysagère de la ville de Marseille sur son cœur historique, donc qui illustre bien finalement la composition de ces centres anciens en sous-systèmes et morphologie, typologie spécifiques qui sont elles-mêmes en interaction les unes avec les autres. On a des îlots différents, on a du foncier un peu spécifique avec souvent des petites parcelles étroites, des bâtiments accolés, des alignements, etc. Des espaces publics et des rues qui renvoient à leur période finalement et à leurs époques de composition des monuments remarquables, etc. Cette notion de patrimoine, elle est importante à prendre en compte dans ces dimensions matérielles, mais aussi immatérielles, puisque finalement, c'est un des facteurs et vecteurs d'identité et de spécificité des centres, voilà, puisque ces centres anciens ont été construits finalement dans des contextes très liés à des modes constructifs, géographiques, climatiques, etc. C'est une citation de la Commission des monuments historiques en 92 et d'une publication dans les secteurs sauvegardés du ministère de la Culture et de la Communication en 2000, qui est les quartiers anciens résument et identifient les villes. Si Poitiers n'est pas Nancy, si Dieppe n'est pas Bayonne, ce n'est pas grâce à leur banlieue, à leurs ZUP ou à leur lotissement, mais bien grâce à leur centre. Voilà, donc un autre levier de définition, effectivement, leur fonction finalement un peu voilà, de fonction urbaine imbriquée, de combinaison entre voilà, l'habité, le logement, le commerce, les vocations d'échange, les vocations économiques, les équipements, les vocations aussi de culture et de loisirs, de tourisme des lieux de convergence pour certains de flux avec voilà, des logiques radiocentriques, parfois des centres anciens où finalement la convergence de flux cohabite avec une centralité de ville qui est connexe ou proche, et puis des convergences de populations et de mixité, de populations qui se croisent dans des communs, dans des espaces publics et une vie collective. Euh, voilà. Donc avec même au sein d'un même immeuble des situations de mixité très très variées. Alors,
un petit exercice justement d'outils pour approcher le sujet. Effectivement, donc on a un phénomène depuis quelques années sur certains centres anciens. Donc par là même, hein, c'est voilà, pas généralisé à tous les centres anciens, mais voilà, des dynamiques qui peuvent apparaître avec assez contrastées au cas par cas dans des centres anciens de métropole, avec des disparités de quartiers de centraux historiques. Alors certains qui vont résister un peu à une concurrence des périphéries et avoir même une tendance à des phénomènes de gentrification résidentielle ou commerciale, et puis d'autres métropoles ou d'autres endroits où on voit apparaître des disparités finalement entre quartiers. Et on peut aussi citer bah, voilà, des dynamiques qui ne sont pas les mêmes forcément pour des métropoles et des cœurs de ville moyennes, euh, voilà, avec des phénomènes un peu différents. Et donc ici, alors c'est une proposition d'outils qui est une carte de causalité multiple d'un rapport aux ressources, un accès aux énergies fossiles, l'apparition aussi voilà, de déplacements plus amples, de la voiture, de flux, de vitesse, etc. Donc qui amènent finalement à des phénomènes de périurbanisation et d'étalement urbain, une offre finalement un peu concurrente sur certains sujets, sur l'approche commerciale, économique et de logement, et donc finalement qui peut amener finalement à des phénomènes de délocalisation économique, de départ aussi de populations voilà, qui vont aller dans du périurbain, qui peuvent entraîner de la vacance économique, qui peuvent entraîner des difficultés à entretenir finalement des patrimoines, etc., ou une voiture qui va amener une pression sur les espaces publics, donc une périurbanisation qui entraîne plus de voitures, qui entraîne potentiellement, sans politique active de mobilité, des pressions sur les espaces publics et une minéralisation. Et donc ce phénomène-là, finalement, de rapport un peu de démarrage et de cause amène un peu à des points nodaux. Donc effectivement de dégradation d'îlots et bâtiments et de minéralisation des espaces publics qui peuvent finalement amener à ce qu'on peut appeler des spirales, des boucles amplificatrices et finalement amplifier encore bah, le phénomène de départ. Et donc voilà, donc ici effectivement des sujets qui peuvent se poser sur la perte d'attractivité, la perte de lien social et de logique voilà, de proximité d'espaces communs et collectifs, et puis voilà, toutes les choses qu'on connaît aussi sur le phénomène de périurbanisation, sur l'imperméabilisation des sols, le paysage d'entrée de ville, etc. Voilà. Alors, pour répondre un peu aux questions effectivement des enjeux liés au changement climatique de ces territoires, donc alors, en préalable, pardon, avant de parler de ça, effectivement, il y a quand même tout un panel de règles, processus, de plans et outils mis en place depuis des années hein, sur ces territoires de centres anciens, centres et quartiers anciens. Donc, effectivement, on peut citer effectivement le cadre réglementaire hein, avec tout le volet patrimonial du coup d'intervention sur ces espaces, mais aussi des outils euh, voilà, en lien aux transitions de lutte contre l'étalement urbain avec le ZAN, la loi climat résilience, etc., avec des documents de planification. Et puis voilà, on a énormément de plans nationaux et de processus et outils et de moyens déployés, ceux de l'ANA et de l'ANRU, dans des géographies et périmètres de programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, et puis des outils plus ou moins coercitifs ou incitatifs. Donc sans rentrer dans le détail, effectivement, les OPAH, etc., ou des outils un peu spécifiques de résorption de l'habitat indigne. Et puis des processus aussi et des plans un peu nationaux, donc comme par exemple l'action Cœur de ville depuis fin 2017 qui vise à soutenir l'attractivité des villes moyennes avec différents axes thématiques ou le programme Petite ville de demain qui accompagne finalement des plus petites communes dans leur revitalisation. Donc on peut retenir finalement par ces panels de processus, d'outils, de plans, une philosophie d'intervention un peu sur ces secteurs qui est en lien avec ce qu'on a dit précédemment, d'intervenir un peu de manière pointilliste, comme philosophie et comme approche. On va intervenir sur des endroits focalisés et des points spécifiques sur des sous-systèmes, des bâtiments, des îlots, etc.,
dans une approche et stratégie d'ensemble qui va passer par une stratégie en termes d'habitat, en termes de résilience. Voilà. Et donc, on voit un peu des changements de paradigme apparaître avec voilà, une évolution aussi des politiques publiques. Donc, les enjeux liés au changement climatique de ces secteurs, effectivement, donc on a un contexte supra de hausse de température, hein, de vagues de chaleur, qui va se traduire un peu différemment justement dans des villes hein, et dans des centres anciens, avec le phénomène donc d'îlot de chaleur urbain, qui est un phénomène multiscalaire, puisqu'il va se traduire de manière différente entre le centre et la périphérie, qui peut être plus végétalisée mais aussi à une échelle plus fine, on ne va pas avoir forcément le même comportement et les mêmes problématiques d'une rue ou d'un espace public à l'autre. Et c'est aussi un phénomène multifactoriel puisque effectivement, on va avoir des facteurs climatiques, géographiques, de proximité à l'eau, au vent, etc., et des facteurs morphologiques de forme urbaine et anthropiques liés à l'activité humaine, notamment l'industrie, la mobilité ou voilà, on peut citer par exemple les climatisations aussi qui peuvent être un des exemples. Donc voilà, donc ça va avoir un effet, ce phénomène d'îlot de chaleur, sur effectivement de la santé humaine, sur de la santé du vivant non humain aussi, hein, et de survie notamment du végétal par exemple, un effet aussi sur les infrastructures et les réseaux, et une traduction un peu plus spécifique sur les centres anciens, effectivement par leur densité. Alors, ils ont des atouts, ces centres anciens, par leurs caractéristiques justement morphologiques qui créent des espaces d'ombrage, par les bâtiments, par exemple, aussi, qui sont des bâtiments plus anciens, avant 1950, qui respirent, enfin, qui sont plus respirants, entre guillemets. Mais effectivement, des phénomènes quand même qui peuvent aggraver la problématique par cette densité d'usage, de fonctions qui cohabitent, par du coup potentiellement des sols qui peuvent être un peu sous tension et minéralisés, des phénomènes de perturbation de circulation de l'air, et puis tout ce côté voilà, d'inertie un peu des matériaux. Autre facteur de fragilité, donc effectivement, alors il faut bien décorréler météo et climat, hein, du coup, mais il y a quand même des liens entre les tendances climatiques de fond et lourdes et la perturbation de grands cycles de l'eau, du carbone et des vents, donc effectivement des phénomènes météorologiques avec des amplitudes plus importantes, plus violentes, plus marquées, qui vont bah, voilà, se traduire dans les différents risques, hein, donc d'inondations, de sols et donc aussi de mouvements de terrain, d'infrastructures, d'effets sur les fondations. Et puis selon des territoires avec des spécificités, notamment ben, voilà, de tempêtes, de feux de forêt, etc. Et donc les centres anciens, finalement, par leurs caractéristiques de bâtiments, vont être avec des systèmes constructifs particuliers, donc vont avoir des fragilités particulières par rapport à leur structure. On va retrouver voilà, ces questions d'intensité d'usage sur les espaces libres avec des phénomènes de minéralisation et qui peuvent accroître notamment certains risques liés à l'eau. Et puis un effet peut-être plus indirect, mais comme on est dans un milieu un peu dense, voilà, comment on traite un peu de la gestion de crise et de ces perturbations de fonctionnement de ces systèmes. Euh, Autre facteur, effectivement, alors qui est plus finalement dans le fonctionnement métabolique de ces centres, si on les considère comme des systèmes un peu vivants, voilà, c'est finalement se dire que ces systèmes, ils vont voilà, déjà émettre voilà, du carbone potentiellement par voilà, leur stock un peu de bâtiments, d'espaces publics, etc., mais aussi par les usages et les activités. Ils vont avoir un effet sur des grands flux finalement de matière, d'énergie, de carbone, sur l'eau, etc. Et puis il y a un autre volet qui est effectivement plutôt le lien au sujet de l'approvisionnement avec, voilà, alors là c'est des extraits du cahier du Shift Project sur ils ont fait des carnets donc territoriaux et donc là c'est un extrait sur les villes, mais effectivement, il y a une forme finalement de fragilité d'approvisionnement par rapport notamment à la question alimentaire. Il peut y avoir aussi le sujet sur des questions de desserte énergétique, etc. Donc des enjeux finalement voilà, d'approvisionnement et
Voilà. Un effet également, donc un enjeu d'adaptation par rapport au changement climatique est celui de la santé, hein, qui a une stratégie, une approche assez globale et systémique, donc qui ne se limite pas à l'absence de maladie et d'infirmité, hein, mais qui est vraiment une approche transversale qui va finalement toucher à des rapports des individus finalement avec eux-mêmes des caractéristiques spécifiques par rapport à des déterminants de santé, donc qui vont être des déterminants donc là, c'est un extrait du guide Isadora donc de 2020, mais qui vont être liés finalement à un environnement spatial, physique, à un cadre de vie aussi, et voilà, à certains facteurs aussi de déterminants plutôt sociaux, d'interaction, etc., de style de vie. Et donc voilà, donc une approche de santé qui est importante. Et donc le changement climatique a des effets, a des liens et des corrélations avec la santé, hein. Euh, Ce qu'on peut voir ici, donc c'est l'illustration, c'est effectivement l'extrait d'une publication. Donc c'est des corrélations santé et changement climatique, donc avec des modélisations qui avaient été faites sur les effets sur la santé humaine liés notamment aux hausses de température et voilà, et donc qui montrent finalement des causalités et des effets sur des effets un peu directs de choc, on va dire, d'augmentation de taux de mortalité due à des événements extrêmes, à des maladies, mais aussi des effets plus chroniques, enfin aussi de maladies et d'exposition chronique, mais qui peuvent être liés à des phénomènes voilà, plus chroniques dans le temps, d'accès voilà, à la nourriture, à une alimentation saine, à une eau de qualité, etc. Voilà. Donc, alors, en reprenant un peu, je vais passer rapidement, mais on pourrait faire l'exercice effectivement de reprendre cette carte de causalité multiple pour y intégrer de nouvelles donnes, hein, d'entrée justement climatique. Donc, effectivement, avec des clés d'entrée sur le sujet de l'artificialisation des sols, des émissions de gaz à effet de serre, des phénomènes météo, des vagues de chaleur et de la pression des ressources, qui nous donnent finalement, qui entraînent un certain nombre de conséquences. Avec, voilà, on va retrouver un petit peu des points nodaux, voilà, notamment le sujet de la santé qu'on évoquait précédemment, des sujets d'approvisionnement, etc. Et donc qui peuvent finalement ces caractéristiques créer d'autres boucles amplificatrices qui se surajoutent finalement aux boucles amplificatrices qu'on a vues précédemment. Voilà, donc par exemple, bah, comment l'étalement urbain entraîne plus de voitures, plus de minéralisation, moins de végétal, un effet sur les températures et la santé, une perte d'attractivité potentielle et un potentiel départ de population, donc plus de voitures et donc etc. Voilà. Donc pour terminer un peu cette partie théorique introductive, donc effectivement on va évoquer deux exemples assez différents dans leur contexte géographique et climatique à Marseille et à Lille, avec effectivement un peu des questions posées sur voilà, quelle stratégie et approche spécifique ou commune euh, peuvent exister sur ces deux exemples. Alors, Perrine, peut-être que je vais vous laisser introduire la partie de Marseille. Oui, avec plaisir. C'est bon, vous m'entendez, hein? Très bien. Alors, super. Du coup, je vais introduire votre étude, puisque en réalité, Indigo a assuré le pilotage d'une étude qui s'appelle Centre-ville historique résilient pour 2030. C'est une étude qui s'est déroulée de 2016 à 2019, donc avant les élections municipales qui ont conduit à un changement de majorité à Marseille. Néanmoins, l'étude est vraiment excellente. Elle était malheureusement un peu cachée dans des tiroirs et quand on est arrivé en mandat, on a souhaité la mettre en valeur. C'est une étude qui a mobilisé une quinzaine de compétences différentes, ce qui est assez remarquable pour une étude comme ça, qui prend le périmètre du centre historique de Marseille, donc protégé par une AVAP, donc maintenant SPR, et qui s'est fondée sur différents grands principes pour aller du diagnostic, de la méthodologie du diagnostic jusqu'à les potentialités d'action et donc les feuilles de route. Donc voici les... Ah, on est passé un peu vite, mais c'est Non, pas grave, désolée, les 15 compétences
qui sont mobilisés à la fois sur les questions d'urbanisme, de bioclimatisme, d'écologie urbaine et de géomatique. Donc on voit quand même qu'il y a un grand groupement qui a travaillé, donc avec Indigo en mandataire. Après avoir posé les différents diagnostics et les différentes fragilités qu'on va avoir sur le territoire, et le territoire de Marseille en comporte évidemment un certain nombre, avec des grandes spécificités, hein, le climat méditerranéen en fait partie. Ce qui est intéressant à aujourd'hui, à une échelle de réflexion un peu nationale, c'est qu'on a un climat à Marseille qui va remonter sur les autres territoires français. Et donc, voilà, toutes les données qu'on a sur cette étude, ils sont intéressants à aller exploiter pour les enjeux d'adaptation ailleurs. Donc, si on passe à la feuille de route, on voit qu'il y a 6 grands axes d'action qui sont déclinés, hein, ensuite en 14 enjeux, des clés d'action et qui sont très très détaillés, qui nous permettent en fait d'avoir des échelles de réflexion à la fois sur les questions d'espace public et à la fois sur le bâti. En gros, il y a 4 grands axes qui sont liés aux espaces publics et 2 sur vraiment les éléments plus architecturaux et qui permettent également d'avoir des stratégies d'approche différenciées en, on va dire, 3 cercles concentriques quelque part, allant du quartier et de l'îlot bâti à l'espace public, puis à la rue, qui vont permettre en fait à la collectivité que je représente d'avoir un schéma d'aide à la décision en fonction des faiblesses ou des enjeux précis sur tel et tel site, pour pouvoir se dire si une rue, par exemple, est particulièrement inconfortable en hiver comme en été, comparé à tout le réseau de rues, tout le maillage qu'on va avoir, on va avoir un système, y compris très visuel, de se dire on passe du bleu au rouge, et là, il faut vraiment se dire qu'on doit intervenir en revenant, on le verra, Stéphanie le redéveloppera après, sur la sacro-sainte question de la place de la voiture dans la ville, notamment pour la partie espace public, mais également sur un retour à un petit peu plus de pragmatisme sur les questions des bâtis et des bâtis anciens. Merci Perrine. Finalement, toute cette feuille de route, je pense, nous questionne beaucoup sur les conditions d'habitabilité en ville, en centre ancien demain. C'est des choses qu'on mentionnait assez peu il y a quelque temps. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus de collectivités, de plus en plus de bureaux d'études, de plus en plus de structures se questionnent dessus parce qu'en réalité, on est clairement face au mur. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à changer de braquet en se disant, bah, il y a des solutions qui peuvent être déployées, qui sont finalement pas tout le temps si compliquées que ça. Il faut juste le faire au bon endroit et le faire de manière adaptée à la singularité de chaque territoire. Ça vous va pour cette partie introductive? C'est parfait, merci beaucoup, Perrine. Donc effectivement, moi, je peux préciser un petit peu certains de ces axes sans forcément rentrer dans le détail parce qu'on n'aura pas le temps, mais le document vous sera transmis et puis la ville de Marseille a mis en ligne du coup l'étude sur Internet. Donc voilà, donc effectivement sur l'axe relatif au sujet de l'eau, des sols et de la ville. Donc on a voilà, effectivement un contexte un peu géographique spécifique hein, qui ne sera pas forcément celui de l'île sur la question de l'eau, mais avec un régime méditerranéen, voilà, soit des phénomènes où on en a trop, avec des vrais sujets de ruissellement, soit effectivement des phénomènes de raréfaction et de pas assez d'eau qui peuvent amener enfin, un vrai sujet sur l'optimisation de la ressource en eau et son partage. Et donc voilà, donc à Marseille, effectivement, dans des fragilités, on a un phénomène qui est lié au littoral hein, de submersion, donc qui est un phénomène où finalement on va retrouver l'augmentation lente du niveau de la mer avec effectivement des phénomènes plus météorologiques de tempêtes, de vent, etc. et de différences de pression qui
qui va finalement un peu concerner certains des espaces et notamment un peu le cœur névralgique de Marseille autour du Vieux-Port. Et puis un autre phénomène qui peut être aussi celui qui est lié plutôt à justement ce caractère un peu imperméabilisé de ruissellement, où voilà, sur ce périmètre un peu du cœur historique de Marseille, on peut parler d'un bassin versant qui est un impluvium, donc un bassin versant sans cours d'eau, où finalement le phénomène un peu de topographie fait que l'eau finalement dévale et finit dans la mer et dans le Vieux-Port. Donc avec certains axes notamment qui sont des axes de canyon hydraulique, de ruissellement assez fort, comme on peut le voir un peu sur ces photos. Pardon. Donc, l'étude a effectivement détaillé des clés de lecture au niveau hydraulique, justement pour faire avec les sols la topographie, le chemin de l'eau, en distinguant effectivement des typologies de solutions adaptées en fonction qu'on se situe finalement en amont de la pente, dans un secteur de palier où on a un petit peu de place, où on va chercher du coup à disperser et à adopter des solutions un peu plus, voilà, avec un peu plus d'espace, des phénomènes de rue et de ruissellement importants où là, la logique va être plutôt de freiner, et puis des logiques de point bas, du coup, de comment collecter. C'est un sujet qui est assez prégnant pour le territoire, puisque effectivement, il y a des réflexions, voilà, notamment c'est un peu le sujet de comment est-ce qu'on approche cette question de l'eau pluviale et de gestion intégrée de l'eau pluviale avec peut-être aller vers une des clés d'adaptation, vers une approche d'optimiser la goutte d'eau là où elle tombe et de privilégier plutôt des systèmes et des systèmes peut-être plus alternatifs qu'un tout tuyau et tout réseau qui sera peut-être quand même nécessaire. Mais voilà. Oui, avec l'enjeu qu'on est sur un réseau unitaire sur le centre-ville de Marseille, qui complexifie effectivement encore plus cette problématique-là. Voilà, Et le tuyau voilà. n'est pas extensible et donc il déborde régulièrement avec nos systèmes de pluie. Et du coup, effectivement, donc c'est vraiment des approches de ruissellement qui sont à croiser à celles des réseaux, hein, et à plein d'autres sujets et contraintes. Donc, et voilà, donc effectivement, les clés de lecture amènent un petit peu à déterminer effectivement des secteurs clés. Donc, ici, on peut voir finalement un peu des paliers stratégiques sur lesquels intervenir, et puis des points aussi de convergence, finalement, où on se rend compte que ben, plusieurs axes finalement se croisent et se rencontrent. Voilà, donc l'idée était effectivement de pouvoir déterminer sur un certain nombre de cartos des typologies de lieux et donc de solutions. Le, autre axe qui était finalement plus sur ce rapport un peu aux trames végétales et de nature en ville, donc une spécificité du cœur historique de Marseille et sa raréfaction finalement du végétal avec finalement un rapport un ratio qui est assez faible, hein, de 1,8 m² d'espace vert par habitant, quand voilà, l'OMS en préconise davantage. Et donc, voilà, un vrai sujet. Donc Marseille, c'est vrai qu'il y a un ratio de 4,6 m² d'espace vert par habitant quand on considère la ville de Marseille et sa proximité avec les collines, les calanques, etc. Mais vraiment sur ce périmètre, voilà, on est sur un périmètre très 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 minéralisé et donc avec assez peu d'accès au végétal, qui se cumule finalement à un phénomène. Donc, en 75 ans, le centre de Marseille, enfin ce cœur historique a perdu la moitié de son patrimoine arboré pour plusieurs raisons multiples, hein, de fragilité liée justement au changement climatique avec des parasites, etc. La place de la voiture et finalement, voilà, quelle place pour l'arbre et son pied d'arbre et voilà, la logique peut-être aussi d'emmaillotage des arbres et de leurs fosses, voilà, en concurrence avec les réseaux. Enfin voilà, plusieurs sujets, des sujets aussi de gestion et de partage de gestion. Et donc voilà, donc ici on peut voir, alors c'est plus forcément d'actualité parce que depuis, il faudrait que je change les images, mais depuis l'avenue Liotto a été réaménagée, mais voilà, c'était l'avant-réaménagement, mais on avait voilà une bonne illustration de la suppression d'arbres, notamment pour des questions de réseau et de voitures. Et entre un arbre ancien coupé et un arbre replanté, il y a des années de pousse avant que l'arbre puisse rendre tous les services. Donc, Tout même à s'ils fait. sont replantés, effectivement, on n'est pas au niveau d'avant. Ouais, tout à fait. On a aujourd'hui des arbres, mais qui sont
un peu plus petit encore pour le moment. Voilà. Donc, pareil, donc des clés de lecture un peu de cette trame végétale et verte avec le système de points d'ancrage qui sont voilà, des points d'ancrage aussi bien en termes de fonctionnalité écologique, de biodiversité, de micro-habitats, qui sont des parcs et des squares, et puis des corridors et des liens, et donc croisés avec une trame urbaine qui nous a amené finalement à cette figure un petit peu schématique, mais d'imaginer finalement des clés d'adaptation et de résilience du centre de Marseille en termes voilà, d'accroche. Donc, on peut voir ici le parc Longchamp, hein, qui est en continuité avec la Canebière ici, d'autres accroches comme Notre-Dame de la Garde, etc. Et puis, donc, un système de ceinture, et notamment bah, voilà, cette ceinture-là un peu intermédiaire qui est intéressante parce qu'on voit que patrimoine et résilience se rencontrent, puisque c'est une ceinture qui correspond en grande partie aux anciens remparts du coup de la ville héritée. Alors, je vais peut-être passer plus rapidement sur les autres axes, mais effectivement, il y a un sujet effectivement sur un axe qui était sur le comportement des rues avec des typologies un peu de lecture. Donc, on était arrivé à cette cartographie qui déterminait un peu des points durs, notamment pour l'été, de canyons bioclimatiques ou de rues profondes qui étaient moins exposées à des vents, plus minéralisées et plus exposées au soleil, et qui nous a permis un peu de créer un outil de grille d'évaluation de la qualité bioclimatique des rues avec une grille hiver et une grille été, pour un peu mesurer l'écart à l'optimum, donc en reprenant un petit peu des critères de l'îlot de chaleur géographique, climatique et morphologique, un système un peu de scoring et donc qui nous permettait finalement d'imaginer des outils croisés pour intervenir sur une rue. Donc là, par exemple, c'est la rue d'Aubagne dans le quartier de Noailles, mais voilà, aujourd'hui, elle a un comportement l'été et l'hiver, cette rue-là. Et demain, avec les axes un peu de la matrice qui a été présentée par Perrine, cette rue, elle active un peu des clés spécifiques. C'est un canyon hydraulique, c'est un corridor écologique potentiel, etc. Donc voilà, donc des illustrations. Et donc voilà, un autre axe effectivement sur les espaces publics qui porte sur la notion d'espace refuge et de commun, une spécificité finalement un peu des particularités phocéennes avec voilà, vraiment des usages spécifiques méditerranéens de l'espace public. Des espaces, la ville de Marseille a un lieu quand même touristique avec des lieux attractifs très forts, très fréquentés, des lieux de promenade, voilà, qui amènent à des aménités. Et en même temps, parfois, entre ces espaces-là, on a voilà, une prégnance de la voiture, mais quand même ces usages qui demeurent, le pas de porte, le frontage, et puis des détournements un petit peu, des signaux un peu de reconquête de l'espace public, que ce soit par des végétalisations de rue, par voilà, des approches artistiques, etc. Sur l'approche, c'est qu'on se disait, bah, il y a peut-être des espaces à potentiel qui aujourd'hui sont des espaces un peu résiduels et fonctionnels, qui peuvent être des espaces pour fabriquer des refuges et des jardins, du coup des Marseillais, qui puissent permettre voilà, de satisfaire à des enjeux de confort, de rafraîchissement, mais aussi à des aménités, des lieux de sociabilité, d'échange et d'interaction sociale. Donc on a un petit peu voilà, recensé ces espaces à potentiel. Ce qui a donné lieu avec l'illustration d'un exemple donc sur la place Carly, qui est une petite place donc à proximité du quartier de Noailles, donc qui est une place avec des enjeux de patrimoine, notamment puisqu'on a le conservatoire qui est juste là et qui est finalement aujourd'hui, enfin qui est voilà plus pour longtemps, mais du coup qui était un espace un peu minéralisé, voilà, de stationnement notamment. Et donc comment cet espace public, du coup ce refuge, s'inscrit finalement dans les items de la stratégie. Donc voilà, avec des principes un peu finalement de comment voilà, on traite de dispositifs hydrauliques, des trames végétales et des points de convivialité et d'aménité. Alors, les deux derniers axes portent plutôt sur l'approche îlot et bâtiment. Donc, on s'est appuyé, en fait, on a réalisé des modélisations sur trois secteurs bioclimatiques avec l'outil Solène, donc développé par Soleneos. Donc, avec un exemple notamment sur le quartier de Noailles, qui est un quartier très dense, finalement peu ventilé. À Marseille, on a des alternances en fait de vents l'hiver et l'été, avec l'hiver des vents qui viennent du nord-nord-est, et puis l'été plutôt des brises
qui vont venir du sud-sud-est, et donc une forme urbaine et une morphologie qui va permettre difficilement la ventilation. Donc voilà, un enjeu notamment sur la densité, un peu le bourrage de cœur d'îlot, et puis même la forme des îlots un peu fermés qui peut amener à des problématiques. Donc on a en fait étudié plus particulièrement le comportement et les leviers de solution sur des îlots pilotes un peu, donc l'îlot domaine ventre et l'îlot de la Croix, avec finalement des principes de traitement un peu spécifiques selon ces morphologies, ou sur l'îlot un peu comme domaine ventre qui a un plus grand îlot, l'enjeu de pouvoir travailler sur des curetages de cœur d'îlot, des stratégies de retrouver un sol et de la végétation, retrouver aussi des systèmes un peu de ventilation qui peuvent être complémentaires à des alignements bâtis, à des enjeux de patrimoine, mais voilà, plutôt comment faire circuler l'air entre la rue et le cœur d'îlot, et puis des îlots un peu plus denses avec des bâtiments accolés comme la halle de la Croix et des systèmes un peu de courettes à transformer en patio dépressionnaire. Dans les éléments de diagnostic, effectivement, on avait réalisé ces modélisations sur des journées, enfin, semaines type en 2017, année de référence qu'on a jugée un peu moyenne, voilà, et puis 2050, où on voit qu'effectivement, les évolutions sont assez préoccupantes sur les sols, hein, puisque en 2017, on est sur des températures de surface de 70 degrés. Donc, Perrine en parle souvent, mais voilà, on peut faire cuire un œuf. Et en 2050, on est sur des sols qui avoisinent 80-90 degrés. Là, on peut faire bouillir de l'eau. Donc, effectivement, c'est comment ce tissu finalement devient un peu comme un radiateur et aggrave l'îlot de chaleur. Avec finalement des phénomènes aussi qu'on pourrait analyser en 3D, puisque en fonction des bâtiments et d'où on se trouve, voilà, le phénomène de surchauffe ne va pas forcément être le même. Les rez-de-chaussée vont être peut-être plus soumis à ces phénomènes-là que des étages moyens. Les derniers étages vont être voilà, soumis à ces problématiques aussi pour des questions plutôt d'ensoleillement et d'isolation. Voilà, donc on a en fait mis en place un peu ces principes de revégétalisation et de respiration un peu des cœurs d'îlots, et qui a amené finalement à des résultats où en 2050, avec ces leviers, on retrouve finalement des températures de surface de sol qui sont donc autour de 20 à 30 degrés, et également bah, voilà, un effet sur des températures de l'air, hein, qui prennent en compte ben, voilà, d'autres facteurs hygrothermiques et de vent, mais voilà, qui amènent à des effets aussi sur l'espace public. Et dernier axe que je passe très rapidement, donc effectivement qui est sur l'approche bâtie. Je pense que Paul-Antoine y reviendra peut-être un peu plus sur l'exemple lillois, mais c'est effectivement se dire qu'on intervient sur un patrimoine spécifique avec des typologies de bâtiments qui sont des bâtiments d'avant 1950, qui sont des bâtiments plutôt assez poreux dans leurs échanges en fait thermiques et d'humidité, etc., avec leur environnement. Et donc effectivement, si ces bâtiments sont dans un contexte qui est assez hostile, voilà, ça sera plus compliqué du coup d'être bien à l'intérieur. Et donc on a émis un peu, il y avait eu tout un travail dans la VAP des typologies d'enjeux et de solutions. Et dans les communes, notamment, c'était effectivement de préserver le caractère traversant ou biorienté des locaux et des bâtiments, euh, d'intervenir sur des campagnes d'isolation des toitures, de valoriser vraiment un aspect patrimonial des protections solaires adaptées. Finalement, Marseille, c'est les volets en persienne qui permettent de laisser passer l'air et en même temps d'avoir un peu de lumière et de se protéger. Et puis le choix finalement de matériaux et un vrai savoir-faire finalement d'intervention sur ces tissus. Alors peut-être Perrine sur la continuité de l'étude. Oui. Alors, cette étude, c'est un peu posée sur la table de chevet chez nous, parce qu'effectivement, elle pose tous les constats. Stéphanie vous le disait tout à l'heure, hein, les constats sur les températures qui augmentent. On est dans une vraie cocotte minute, en fait. Euh, et encore, euh, quand vous avez fait l'étude, c'était le précédent rapport du GIEC, et comme vous ne vouliez pas être trop alarmiste, vous aviez pris les scénarios médians. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est complètement dépassé, en fait. On va atteindre ces températures-là, pas en 2050, mais en 2030 ou en 2035. Donc il faut vraiment se dire qu'on agit,
qu'on agit de manière globale et qu'on agit de manière structurée sur un territoire donc, qui a des spécificités, on l'a dit, climatiques. Il y a aussi, et je me permets d'y revenir, des spécificités qui sont extrêmement orientées vers les questions sociales, puisque la ville de Marseille a un centre qui est particulièrement mixte. On a un phénomène de gentrification, mais on a encore des quartiers qui sont très paupérisés euh, et qui sont situés dans cette AVA. Donc, il y a énormément d'interventions avec l'État, avec différents partenaires, et il y en a un grand qui a été décidé après les effondrements de la rue d'Aubagne, dans un quartier pauvre de Marseille, au centre-ville, qui est le projet partenarial d'aménagement, qui va permettre de déclencher tout un tas d'interventions organisées et cohérentes entre elles sur une durée large, 15 ans, sur un périmètre plus large que celui de la VAP. Hein, on est un peu au-delà, c'est tout le détourage rouge. Donc on est sur 1000 hectares et avec plein d'outils qui vont venir s'imbriquer les uns les autres. Donc un grand schéma d'orientation stratégique, différents outils comme la SPLIN qui est un outil d'intervention opérationnelle, comme une détermination d'opérations d'urbanisme au sein du NIGOU ou des îlots démonstrateurs. Donc, c'est énormément de choses qui viennent se concentrer pour intervenir sur le centre-ville de Marseille. Toujours dans cette continuité de l'étude, on est venu la prendre et l'injecter dans des démarches qu'on a lancées au niveau de la ville de Marseille, et notamment dans les réponses aux appels à projets européens sur les villes neutres en carbone en 2030. Donc, la ville de Marseille fait partie des différents lauréats, a élaboré son contrat ville-climat avec tout un panel d'actions. Dans ce panel d'actions, on a toutes les questions d'innovation sociale, innovation urbaine, et clairement, l'étude pour un centre-ville historique résilient en 2030 fait partie des principes d'intervention qu'on va déployer pour faire de Marseille une ville climatique. On va le déployer y compris dans des grands principes sur comment on retrouve une ville des proximités, une ville des quarts d'heure, qui va nous permettre de mettre la voiture dans sa juste place, de travailler sur différents systèmes de transport, donc les BHNS, les pistes cyclables, etc., les préservations plus larges, alors des terres agricoles, des friches agricoles, ça sera un petit peu hors de notre périmètre, mais également travailler sur la mobilisation, la réhabilitation du parc immobilier et l'immobilisation citoyenne. Je vous en reparlerai dans 2 petites secondes. On injecte également cette étude dans la démarche qu'on a pris en cours de route, qui est celle de l'appel à commande l'ADEME sur la rue commune, qui vient de se finaliser avec un guide méthodologique et un ouvrage qui a été sorti par le consortium, lauréat de cet appel à commun, qui sont Richesse Associés, Franck Boutet Consultant et Léonard. Donc la démarche de la rue commune, qui est une réflexion sur la rue ordinaire dans les métropoles. Donc, pas les axes structurants, mais en fait les petites rues dans lesquelles on habite, et comment on fait évoluer ces espaces publics pour redonner plus d'aménité, donc plus de partage et plus d'orientation vers un bien commun, puisque l'espace public est un bien commun qu'on doit partager à l'époque où on a un foncier qui est très limité et qui doit être très limité. Comment on retrouve un petit peu ce bien commun-là? L'espace public à Marseille, donc ville, encore une fois, qui a des questions de problématiques sociales qui sont importantes, dans lesquelles on a un nombre de logements qui sont petits et qui sont parfois en suroccupation. L'espace public joue un rôle primordial. On l'a vu dans certaines photographies tout à l'heure, dans certaines cartes postales. L'occupation de l'espace public par les enfants ou par n'importe qui, en fait, c'est la terrasse, c'est le jardin des personnes qui ont un appartement trop petit ou sous-occupé ou trop chaud et qui vont devoir aller
à l'extérieur de leur logement pour profiter ou pour vivre tout simplement ou pour respirer. Et donc, c'est tous les enjeux qu'on va tirer avec cette étude sur le centre historique résilient. Après, on va avoir la manière de faire les choses et de porter ces démarches-là. Et donc, depuis 2020, en continuité avec le programme du Printemps marseillais, la ville de Marseille s'attache à mettre la question de la co-construction et de la concertation au centre du système de décision. Et donc, on a toute cette mobilisation autour de comment on fait ensemble, comment on imagine ensemble la ville de demain. Donc, on va pouvoir le déployer au niveau des parcs, parce qu'on a aussi une politique de mise à niveau des parcs sur les espaces végétaux, mais y compris sur les enjeux de désimperméabilisation. On a trouvé certains parcs de la ville de Marseille qui étaient imperméables à 70% de leur surface. Bon, je ne sais pas si on peut encore appeler ça des parcs ou pas, mais on les désimperméabilise. On essaye de retrouver de la place pour le piéton, ou pour chacun, en remettant aussi les stationnements à leur juste place, voire en les supprimant. En tout cas, on a une remise à niveau avec la fin du stationnement à cheval chaussée trottoir et des projets de réaménagement de différents espaces publics. Là, vous avez la place Sébastopol en exemple, avec des démarches de participation, de mobilisation qui vont durer, qui vont s'étaler dans le temps. On préfère prendre le temps de la concertation pour ensuite avoir à agir dans l'urgence, de part, mais sur quelque chose qui va être très travaillé avant. Et petit retour sur l'étude finale centre-ville historique résilient. Dans les lieux d'intervention, on va avoir le pourtour du Palais Carly, et donc avec le jardin, la place, le parvis, qu'on intègre dans un tout, dans une globalité qui correspond à un des éléments refuges identifiés dans l'étude centre historique résilient et sur lesquels on va pouvoir travailler incessamment sous peu. Alors Stéphanie, ton micro est coupé. Mes excuses. Merci beaucoup. Paul-Antoine, peut-être qu'on peut te laisser présenter la Oui, place lilloise. je te laisse la main du coup, Stéphanie, toujours Oui, sur le support. Ça va ok, être plus simple, j'ai peur super. que ça bug sinon. Ouais, super. Oui, le deuxième exemple qu'on voulait vous proposer ce matin, c'est à Lille. On traverse la France, du sud au nord, et on atterrit dans les quartiers Oisem et Moulins, qui sont des quartiers de faubourg au sud du centre-ville de Lille. Et du coup, la fabrique des quartiers intervient en tant qu'aménageur sur ces deux quartiers qui font l'objet d'une opération de renouvellement urbain. Donc, il y a la NPNRU, Oisem et Moulins. Et la fabrique des quartiers, en tant qu'aménageur, a souhaité retenir un bureau d'études, donc en l'occurrence Indigo, pour les accompagner sur la traduction euh, d'une démarche obligatoire à Lille pour tous les projets urbains, qui est la mise en œuvre du pacte Lille bas carbone. Voilà. Donc la ville de Lille, vous avez ici les grandes entrées de ce pacte Lille bas carbone. La ville de Lille a souhaité que tous les projets urbains de son territoire euh, respectent un certain nombre d'objectifs et d'ambitions. Euh, et en particulier, vous voyez, il y a un chapitre dédié à l'adaptation au changement climatique qui se décline en trois grands objectifs: rafraîchir l'îlot, concevoir des bâtiments confortables toute l'année, informer et sensibiliser les occupants. Donc, ouais, ce pacte Lille bas carbone, vous voyez qu'il a des entrées thématiques qui sont assez complémentaires et croisées. Et donc la question de la résilience bioclimatique se retrouve aussi sur les questions énergie, en particulier sur toutes les questions thermiques, sur les questions de nature et de biodiversité, puisque ça a été évoqué par Stéphanie tout à l'heure, mais les solutions fondées sur la nature font partie des éléments de résilience bioclimatique. Sur les questions de bien-être et de santé aussi, qui font l'objet d'un chapitre dédié. Euh, voilà, donc tous ces éléments-là, ils ont été définis par la ville de Lille plutôt pour un projet de ZAC
en neuf, en gros, quand on lit, je caricature un tout petit peu, hein, le pacte du bas carbone. Et donc le volet rénovation, et en particulier dans un contexte de quartier ancien, était un petit peu compliqué pour la fabrique des quartiers tels quels. Donc l'aménageur a souhaité être accompagné à ce titre-là. On a donc une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été baptisée Sobriété, Santé, Inclusion. Et donc, voilà, c'est important d'avoir ça en tête aussi, parce que dans le cadre de notre étude et des éléments que je vais vous présenter, on essaye de croiser chacun des éléments traités dans le pacte du bas carbone au regard des questions carbone, santé et inclusion. C'est valable, autant que faire se peut, sur les questions de résilience bioclimatique. Alors, le quartier Oisem-Moulin, c'est un quartier, les deux quartiers, pardon, hein, mais qui sont assez homogènes l'un et l'autre. C'est deux quartiers de tissu urbain de Faubourg qui se sont beaucoup constitués à la fin du 19e et début du 20e siècle. Et donc, on a souhaité, avec la fabrique des quartiers, définir des typologies qui nous permettait ensuite de faire des faisabilités, et notamment sur les questions potentielles, de vulnérabilité, de contraintes sur les questions bioclimatiques. Et donc, on a trois grandes typologies de logements qui caractérisent, on va dire, peut-être 80-90% du tissu urbain de ces deux quartiers, avec, vous voyez, des maisons 1930 qui constituent beaucoup des logements de ces deux quartiers et donc qui ont des spécificités hein, que vous connaissez certainement, mais enfin, voilà, on est sur des maisons luxembourgeoises, systématiquement en briques, on est sur plutôt des petits logements, et donc avec voilà, des modes constructifs très standardisés. On a aussi une deuxième typologie qui avait été définie, qui permet ensuite hein, de répondre à des questions bioclimatiques sur ce quartier-là, qui sont les petits collectifs, avec ici voilà, des bâtiments en fait, qui dépassent exceptionnellement les 10 logements. On est souvent entre 5 et 10 logements, avec des espaces extérieurs assez faibles, eux aussi en alignement, très souvent sur rue, avec très souvent aussi des commerces et des équipements au rez-de-chaussée. Donc voilà ça, tissu de faubourg, on va dire plutôt standardisé et puis qui est valable aussi, je pense, dans d'autres contextes pardon, que celui de Lille. Et puis peut-être une dernière typologie qui est peut-être un petit peu plus spécifique au Lille du Nord avec la Courée, qui là présente des spécificités qu'il faut bien avoir en tête après derrière quand on va parler résilience bioclimatique, puisque c'est une typologie bâtie qui est assez contraignante, puisque du coup on a des bâtiments petits, souvent mono-orientés, et donc avec voilà, un contexte qui va multiplier les contraintes après derrière quand on parle de résilience bioclimatique. Voilà, donc l'objectif hein, de notre étude, ça a été de voir pour les chefs de projet de la fabrique des quartiers, quelles sont les bases en termes de solutions techniques pour essayer de valoriser une résilience bioclimatique, donc toutes les opérations de rénovation qui sont portées hein, par la fabrique des quartiers. Donc, nous, on se mettait dans la peau d'un chef de projet qui mène ce type de rénovation et qui doit conduire aussi une maîtrise d'œuvre et l'accompagner à ce titre-là. Donc ça, c'est pour la partie bâtie. Et pour la partie espace public, le travail a été fait de manière équivalente aussi. Et les deux sont très liés, hein, du coup, hein, en particulier dans des contextes comme ça a été rappelé tout à l'heure hein, par Madame Prigent, hein, sur l'importance de l'espace public dans des contextes de quartiers anciens, euh, et en particulier sur la question climatique. Et donc là, on retrouve aussi je pense, des circonstances, des caractéristiques proches de ce qu'on peut avoir à Marseille aussi, avec des rues plutôt étroites, 10 à 11 mètres, c'est quasiment toutes les rues sont comme ça, avec des bâtis du coup, à l'alignement en façade, et puis une organisation de la rue qui est principalement dédiée au stationnement de la voiture et à la circulation, principalement de la voiture. Donc voilà, la rue que vous avez en photo, hein, elle est assez typique en fait hein, de toutes les rues du quartier Oisem et Moulin, enfin beaucoup de rues en tout cas.
avec voilà, une circulation à sens unique, très souvent de sens cyclable, quelques aménagements quand même de sécurisation et de pacification des circulations, mais globalement, une occupation qui, à plus de 75%, est dédiée à la voiture, et donc avec très peu de végétation, ça, c'est un aspect aussi important. Donc ça, c'est pour les rues résidentielles qu'on fait l'objet aussi d'études spécifiques en termes de faisabilité. Et puis, dernière typologie pour le coup d'espace public, et c'est les places de quartier, parce qu'on en a quand même plusieurs. Elles sont très importantes dans ces quartiers de Faubourg, Voisin et Moulins, d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue social. Et elles ont aussi des caractéristiques qui ne sont pas toujours très, très favorables d'un point de vue climatique. On a un traitement de sol qui est quasiment exclusivement minéral. Donc, parmi les strates paysagères, on a une strate arborée souvent, qui est intéressante, mais qui est un petit peu la seule strate qui existe. Et puis, voilà, globalement, on a des aménagements vieillissants. Et là aussi, on a une place importante dédiée à la voiture qu'on voit peut-être pas trop sur la photo, mais en fait, sur cette place, tout pour tour est dédié au stationnement. Donc voilà, on a une vraie question sur la question bioclimatique comme sur d'autres questions, hein, de bas carbone, de concurrence sur l'espace public entre des usages qui sont quand même principalement dédiés à la voiture pour certains espaces et des problématiques ici sur les questions bioclimatiques. Voilà. S'il y a des paysagistes hein, qui participent à ce webinaire, la place Vendôme-Neckar qu'on voit en photo, elle fait l'objet d'un appel d'offres qui a été lancé, qui est en cours, hein, de la fabrique des quartiers pour la rénovation de cette place. Donc, ça va bouger bientôt. Voilà, donc les enjeux spécifiques, c'est intéressant peut-être de les croiser avec le contexte de Marseille, hein. En fait, il y a un certain nombre de solutions opérationnelles, comme dans le contexte de Marseille, qui d'un point de vue réglementaire font qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et que d'un point de vue climatique, des fois, ça peut aussi un petit peu bloquer sur certains sujets. Bon, globalement, quand même, l'évolution est plutôt bonne à ce niveau-là. Mais ensuite, on a des solutions, notamment tout ce qui est solutions fondées sur la nature, qui peuvent être contraintes. On a globalement un manque de place, hein, que ce soit sur les espaces extérieurs privés ou les espaces extérieurs publics. Globalement, on est sur des tissus très denses, avec une concurrence en termes d'usage sur les différents espaces, qu'ils soient privés ou publics. Et puis, on a une faible largeur de certaines rues. On peut avoir des effets canyon, comme c'était évoqué tout à l'heure par Stéphanie. Je crois qu'il y a une question hein, le chat sur cet aspect-là, mais voilà, globalement, on est sur des rues où la circulation de l'air, en fonction des vents dominants et de l'orientation des rues, va être parfois faible et où on va avoir une stagnation en termes de chaleur et un renforcement des phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Donc c'est valable aussi, peut-être pas avec les mêmes vents dominants à Lille qu'à Marseille. Les vents dominants, je crois, sont plutôt nord et sud à Marseille. À Lille, c'est un petit peu différent, mais voilà, en fonction de l'orientation de ces rues, on peut avoir ces effets de renforcement des risques d'îlots de chaleur urbains. Et puis, on a des caractéristiques qui sont liées au bâtiment, avec certains avantages et certaines contraintes. Et donc, on va les détailler un petit peu, mais globalement, on a des bâtiments qui sont plutôt petits, pas très épais, avec des potentiels de ventilation naturelle qui sont intéressants, qu'on n'a pas dans un certain nombre de programmes neufs, qui sont bi-orientés ou parfois mono-orientés, mais très rarement traversants. Donc, on a des avantages et on a aussi des inconvénients qui sont liés à la capacité à produire du rafraîchissement passif, à augmenter parfois l'inertie des bâtiments et ou parfois à proposer des protections solaires efficaces. Voilà, donc pour situer un petit peu le contexte, c'est vrai que j'aurais pu mettre une carte un petit peu plus tôt dans cette présentation pour situer le contexte de Voisin et Moulins. Ici, vous avez une, euh, voilà, une carte issue de l'agence d'Urba qui présente les risques importants d'îlots de chaleur urbain qu'on trouve à travers une thermographie euh, de, de canicule en 2016. Et on perçoit le manque de végétalisation globale et globalement une très très forte minéralisation des bâtiments, des espaces extérieurs privés et puis des espaces publics. Et si maintenant on zoome sur nos différentes typologies, ici on a
Vous voyez sur la gauche, hein, du coup, les fameuses rues résidentielles avec alignement à 10 mètres, 11 mètres, et puis les maisons mitoyennes avec des orientations un petit peu différentes hein, selon l'orientation de la rue, et donc des façades qui vont avoir des contraintes un petit peu différentes selon l'orientation. On a essayé de définir, vous voyez, y compris sur des espaces extérieurs très petits, puisque du coup, les jardins font rarement plus de 6 mètres ou 7 mètres en profondeur. Euh, on a essayé de voir si, d'un point de vue rafraîchissement passif, on pouvait renforcer les îlots, les cœurs d'îlots et les jardins avec potentiellement une strate arborée, pas forcément hyper grande, parce qu'on a des contraintes aussi, hein, ouais, donc un petit peu tout à l'heure, mais pour voir si avec un arbre de 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, on commençait à proposer une protection solaire, vous voyez, pour un certain nombre de parcelles, pour certaines avec des façades orientées sud-ouest, on va avoir un intérêt pour des façades sud-ouest, pour des façades ouest, à avoir une protection solaire verticale qui permet de se protéger en été et puis potentiellement aussi hein, toujours de valoriser quand même des apports solaires passifs l'hiver avec des essences qualifiées. Donc on a fait ce type, je ne vais pas vous montrer toutes les faisabilités qui ont été faites sur cette typologie en fonction des orientations et puis en fonction des capacités sur les espaces extérieurs à apporter la végétation. Mais on a essayé de travailler sur ces éléments-là, y compris sur la typologie un petit peu plus contrainte que celle de Courret. Vous voyez, c'est l'exemple avec le petit schéma à droite, où implanter une strate arborée est un peu plus compliqué sur ces typologies-là. Et on a essayé de voir avec d'autres types de strates végétales, notamment arbustives, si on pouvait à minima travailler quand même sur la question de rafraîchissement passif. Voilà, en parallèle de ces petits schémas explicatifs, on a tenté aussi hein, de modélisation avec un certain nombre d'outils. Ici, c'est des modélisations qui ont été faites avec un outil qui s'appelle ArchiWizard. Et donc, on est uniquement sur la question du risque d'îlots de chaleur urbain lié à l'ensoleillement. Ouais, ici, du coup, on a un seuil de surchauffe d'été qui est sur une période estivale qui est en irradiation solaire. Donc, voilà, la puissance solaire qui est reçue sur chacune des façades ou des espaces extérieurs. Et donc l'idée, c'était de voir si cette végétalisation là qu'on montrait en schéma tout à l'heure, si elle est valable à partir du moment où on la multiplie dans le cadre d'un cœur d'îlot de jardin, et de voir quel impact ça pouvait avoir au global sur les façades. Donc on voit que globalement, avec ce type d'aménagement extérieur, on protège des façades est ou des façades ouest. Principalement, là ici, c'est les façades est qui sont présentées, mais on veut aussi surtout protéger les façades ouest avec ici, du coup, les deux premiers étages hein, de chacune des maisons 1930 qui sont globalement bien protégés. Et donc ça, c'est valable dès qu'on aménage dans le cœur du lot au niveau des jardins. Mais il reste évidemment l'action des façades en alignement sur rue. Et donc là, c'est la responsabilité de l'aménagement des espaces publics que de participer aussi au confort et à la résilience bioclimatique des habitants du quartier. Et en l'occurrence, aujourd'hui, avec la faible végétation qu'il y a, on a des façades qui sont très exposées d'un point de vue risque d'inconfort l'été. Donc là aussi, faisabilité pour une façade, pour une rue de 10 mètres de façade à façade, voir si l'implantation d'alignement d'arbres qui n'existe pas aujourd'hui permettrait de renforcer le confort. Donc là, ici, voilà, c'est une démonstration. On a fait le même type de démonstration, mais je ne vais pas trop insister sur différentes orientations en fait, de ces tissus type maison 1930. Mais on a fait aussi l'équivalent sur les autres typologies que j'évoquais tout à l'heure. L'idée de tout ça, hein, c'était de donner quelques éléments guides de solutions techniques. Et donc là, j'insiste un petit peu sur l'aspect rafraîchissement passif avec la végétation, mais il y a d'autres éléments qui ont été produits d'un point de vue faisabilité pour guider les équipes de maîtrise d'œuvre
et qu'elles aient en tête du coup que la question de la résilience climatique, elle est aussi liée à ces aspects-là, parce qu'il y en a un certain nombre d'autres où on est un petit peu plus contraint. Et donc, voilà. Et il restait, cela dit, et la Bibéline nous l'avait rappelé à l'époque, hein, à faire attention aussi, à partir du moment où on installe de la végétation, à l'exposition au risque de retrait-gonflement des argiles. Je ne sais pas si le risque existe aussi à Marseille. Voilà, ici, vous voyez, sur Oisem et Moulins, on est un petit peu moins contraint d'un point de vue risque sur d'autres parties de la ville de Lille. Mais pour autant, dès qu'on commence à installer des arbres à proximité des façades, il y a un certain nombre de précautions et techniques qui viennent en complément de cet enjeu bioclimatique en fait, aussi l'évolution du climat, c'est un risque qui serait amené à se renforcer. Donc, c'est important de le prendre en compte. Petite, voilà, une petite aparté là-dessus. Et puis, alors du coup, spécificité peut-être hein, de quartier ancien et des tissus de faubourg, c'est que une fois qu'on a étudié les potentiels de rafraîchissement passif liés à la végétation arborée, parfois on est quand même contraint et on ne peut pas le mettre en œuvre. Et donc, contrairement à d'autres programmes neufs où la question de la végétalisation en façade est parfois un petit peu anecdotique parce qu'on a d'autres potentiels, parce qu'on a plus de liberté en termes d'orientation, d'implantation, de densité, de gabarit. Euh, Ici, on a souhaité insister sur l'importance de la végétalisation en façade, qui est un des potentiels qui, lui, est quasiment systématique, qu'on peut généraliser et qui va avoir un effet, on l'a aussi étudié d'un point de vue modélisation bioclimatique, hein, sur le confort des habitants. En l'occurrence, la ville de Lille et la métropole européenne de Lille euh, poussent et proposent, poussent à ce type de système et proposent des aménagements, là pour le coup, sur les espaces publics qui permettent la végétalisation des façades. À condition, alors il y avait un certain nombre de conditions, hein, que vous voyez ici, sur trottoir libre de tout obstacle une fois qu'on a fait l'aménagement, et puis des conditions de gestion aussi, d'entretien, quelques conditions voilà, d'organisation d'un point de vue génie civil, mais globalement, c'est très simple, ça ne coûte pas très cher et c'est un des potentiels, on va dire qu'on peut généraliser de manière systématique sur ce type de tissu urbain. Et donc, ça a été dit plusieurs fois, hein, mais donc l'espace public, là, on a commencé à en parler avec la façade et la transition entre la partie bâtie et l'espace public. Et au global, les rues résidentielles qu'on évoquait tout à l'heure ont aussi un potentiel de résilience bioclimatique. Et donc, on avait pris comme exemple, pour essayer de convaincre un petit peu tout le monde, un certain nombre de retours d'expérience, notamment qui peuvent venir des Pays-Bas, avec ici des rues de faubourg qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Les bâtiments sont un peu plus grands. Voilà, le rapport de façade à façade est un petit peu plus large si on a des profils à 14 mètres pour certaines. Et avec une évolution assez récente, hein, en fait, pour certaines rues de faubourg, hein, ici à Amsterdam, où depuis 2018-2019, on a une végétalisation pour certaines rues de faubourg, là, dans le quartier, alors je ne suis pas sûr de bien prononcer les deux pires à Amsterdam, où on a un vrai effort d'un point de vue végétalisation des rues et concurrence, du coup, qui bascule plus au profit de la végétation que des voitures, en l'occurrence du stationnement automobile qui disparaît. Et donc voilà, ça c'était un engagement important aussi de la ville de Lille qui permet ce type de potentiel puisque la ville de Lille a souhaité, sur les quartiers Oisem et Moulins, généraliser ou pas loin, cet engagement est encore un petit peu en discussion, la diminution par deux du stationnement sur voirie. Donc voilà, une fois qu'on a deux fois moins de voitures stationnées, on a un potentiel en termes d'espace public qui permet à la fois de végétaliser ici, et puis vous voyez, hein, il y a des sujets croisés aussi avec d'autres enjeux du pacte bas carbone sur un certain nombre de services de proximité, en particulier le stationnement vélo, le confort pour les cyclistes, la santé. Voilà, donc peut-être, je vais essayer de peut-être pas être trop long, il est quelle heure 12h13, je ne vais pas tarder à terminer. Pour rappeler quand même que ce soit dans un tissu de quartier ancien ou dans un programme neuf, euh, on a, euh, on a des principes d'optimisation bioclimatique qui sont toujours les mêmes, quel que soit le programme, quelle que soit la taille, on a toujours les mêmes principes d'optimisation et d'architecture ou d'urbanisme bioclimatique.
Et donc, on a juste des atouts et des contraintes qui vont être un petit peu différentes, mais systématiquement, on a proposé à la Fabrique des quartiers, donc, pour les équipes de maîtrise d'œuvre, de passer en revue les potentiels de ventilation naturelle, de protection solaire. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure à Marseille, hein, avec les volets persiennes, hein, qui sont une protection très efficace, qui ici sont peu répandues sur les quartiers Oisem et Moulins, qui existent pourtant, hein, et puis qui, d'un point de vue patrimonial, fonctionnent. Et puis, donc, du coup, protection solaire, l'inertie, et sans oublier, du coup, derrière, hein, de ne pas dégrader les apports solaires passifs. Voilà, donc ces triptyques, ils sont systématiques, et là encore, on a essayé de développer des faisabilités techniques typologie par typologie. Euh, voilà, alors peut-être juste un petit zoom pour rappeler les problématiques là ici encourées, où on est très contraint. Je le disais tout à l'heure, on ne s'autorise pas forcément de mettre des arbres de haut d'une part parce qu'on n'a pas la place, et puisque aussi, j'évoquais tout de suite la question des apports solaires passifs. Du fait de l'organisation bâtie, on a déjà des contraintes d'un point de vue éclairage naturel et apport solaire, on va dire, en calories. Vous voyez ici, vous avez sur la partie droite le même outil, un Archivizard, qui permet d'identifier si on a des problématiques d'ensoleillement. Donc là, ici, sur une période hivernale, et dès qu'on est en bleu, sur la petite modélisation que vous avez à droite, c'est qu'on a moins de 2 heures en moyenne sur une période on va dire, hivernale, d'ensoleillement direct. Et donc, l'idée d'un point de vue résilience bioclimatique, c'est aussi de prendre en compte cet aspect-là et donc de ne pas dégrader des situations qui, d'un point de vue organisation du tissu urbain, sont déjà un petit peu contraintes sur cet aspect. Et puis, alors, du coup, des questions pas hyper évidentes. Après, derrière aussi, sur les maisons de 1930, avec des extensions qui sont aujourd'hui présentes. Et donc, du coup, la question de l'espace extérieur, lui aussi, il est très contraint d'un point de vue concurrence en termes d'usage. Et donc, on a aussi étudié en fonction des potentiels sur ces espaces extérieurs privés, puisque très souvent, il y a des extensions existantes. Dans les rénovations, il y a la volonté aussi de rénover, de détruire peut-être ces extensions, mais de retrouver quand même de l'espace. Et donc, voilà, on a aussi travaillé sur ces aspects de végétalisation, de compacité dans des systèmes et des projets très contraints d'un point de vue espace. Et dernier aspect pour parler ventilation naturelle, puisque du coup, c'est un des aspects importants et des potentiels qu'on peut avoir notamment sur les maisons 1930. Euh, on a fait de manière simplifiée ce qu'on appelle des simulations thermiques dynamiques. Alors, je ne vais pas détailler tout à fait ça là-dessus. On a là aussi, comme c'était le cas hein, sur Archivizard, repris des potentiels d'un point de vue modélisation, des hypothèses plutôt dégradées. Donc là, ici, par rapport à ce que disait Mme Préjon tout à l'heure, on a pris le scénario RCP 8.5, hein, qui est plutôt le scénario catastrophe, on va dire, mais celui vers lequel on pensait qu'on va tout droit aussi. Donc, avec ce scénario dégradé, voir de quelle manière, en fonction de si on est sur des courées mono-orientées, si on est sur des maisons 1930 avec la possibilité de ventilation naturelle, vous voyez, si on arrive à, d'un point de vue confort intérieur des bâtiments, si on arrive à décharger la nuit et avoir un vrai potentiel de résilience climatique. Donc voilà, la question de ventilation naturelle, on le démontre souvent à travers différentes opérations qu'on peut accompagner. C'est un des potentiels incontournables et importants, que vous avez sollicité tout à l'heure, hein, mais qui parfois est assez contraint sur les maisons de courrier, avec voilà, un des potentiels autres qui peut être palliatif, on va dire, à l'aspect bien orienté, surtout traversant, qui est d'avoir des double auteurs, qui permet à minima de répondre un petit peu quand même à cet aspect, à cet aspect de résilience locale. Merci Paul-Antoine. Du coup, effectivement, l'idée c'était de répondre peut-être à certaines questions
qui ont été posées. N'hésitez pas à compléter si besoin. Voilà, on a deux exemples assez distincts, hein, peut-être des points communs et des spécificités. Alors moi, j'ai noté peut-être une question pour Perrine. Alors, je crois que vous aviez répondu dans le fil de discussion, mais sur la concertation, peut-être comment la population accueille un peu ces sujets, ces approches, et puis comment peut-être ben voilà, ça se traduit dans les projets cités et puis les démarches. Oui, j'avais commencé à y répondre sur le chat. Effectivement, hein, mobiliser les citoyens, c'est quelque chose qui s'invente pas. Donc l'objectif pour la ville de Marseille, c'était aussi de s'entourer des compétences. Donc on est allé effectivement les chercher en externe, c'est des vrais métiers. Euh, et c'était aussi redonner la confiance dans la discussion. Parce que quand on n'a pas été écouté pendant très longtemps et qu'on a des élus nouveaux qui viennent vous dire qu'on va vous écouter, ben, on a eu quelques habitants qui étaient sceptiques hein, sur le fait que est-ce qu'on allait vraiment prendre en compte leurs paroles. Et la preuve se fait par l'action. Et donc, oui, on a des concertations qui sont de plus en plus fréquentées. Euh, donc, c'est très rassurant hein, sur le fait que les habitants, les riverains veulent s'investir euh, pour leur quartier et pour l'évolution de leur ville. Et ce que je mettais également, c'est que on a aussi une dynamique de diversification des personnes qui participent à ces concertations et à ces phases de co-construction. Et on n'est pas que sur la population un peu caricaturale des personnes âgées qui vont râler parce qu'ils ne veulent pas des nouveaux projets. On a vraiment de tous les âges, de toutes les provenances, à la fois des habitants, à la fois des commerçants, parce qu'on va beaucoup chercher les gens qui travaillent aussi hein, sur ces endroits-là. Ils ont droit à être considérés parce que c'est eux aussi qui font vivre la ville. Et on va aussi chercher les publics jeunes qui sont les plus compliqués à attirer, mais néanmoins, bah, c'est aussi notre avenir. Et donc, on voit qu'en fait, en montrant que les projets évoluent au fur et à mesure, ça demande de systématiser en fait et de faire à chaque fois des retours sur qu'est-ce qui est pris en compte, comment les projets sont évolués. Mais c'est aussi une amélioration continue, du temps gagné, et c'est aussi quelque part une approche d'humilité. On doit tout savoir parce que un projet ne doit pas être travaillé que en chambre. Les élus et les techniciens n'ont pas l'entière vérité. C'est en partageant qu'on arrive à améliorer chacun nos pratiques. Merci Perrine. Et donc j'en profite peut-être pour faire le lien avec sur ces questions de processus et d'accompagnement au changement. Alors c'était peut-être une question évoquée par rapport aux ambitions de Lille sur Paul-Antoine sur le réduire de moitié la place du stationnement dans les rues. Il y avait une question sur effectivement comment ça se passe, enfin, voilà, où est renvoyé le stationnement résidentiel, enfin, quelle est un peu peut-être l'inscription de cette ambition politique dans une approche plus globale. Je ne sais pas si tu as des éléments de réponse, Paul-Antoine. Oui, alors il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a d'abord le fait de dire le but, c'est pas de retrouver une offre de stationnement à dimensionnement constant. On est dans des rues de faubourg, du coup, hein, qui bénéficient, aujourd'hui, c'est centre-ville de Lille, en fait, hein, c'est faubourg, on a un niveau d'offre de services d'écomobilité qui est exceptionnel, du coup, par rapport à d'autres endroits de la métropole. Et donc, il est considéré que c'est le report module, il existe sur ces quartiers-là et que, il y a des ambitions qui peuvent être portées d'un point de vue planification. Euh, voilà, il y a un certain nombre de choses qui font que on peut imaginer un taux de motorisation plus faible et une part modale plus forte des piétons et des transports en commun sur ce site. D'abord pour les habitants, c'est là. De fait, c'est plutôt le cas aussi. Hein. En fait, un taux de motorisation sur ces quartiers-là est assez faible. Et donc, en fait, les habitants de ces quartiers, en partie, j'allais dire en grande partie, peut-être, mais en majorité, je pense, sont plutôt favorables au fait de diminuer la place de la voiture. Alors, peut-être pas tous, hein, mais effectivement, aujourd'hui, il y a
il y a vraiment des contraintes et puis des problèmes qui sont liés à cette offre de stationnement automobile sur Paris. Et voilà, du stationnement dans tous, des gens qui habitent pas forcément dans le quartier. Enfin, voilà, il y a vraiment des désordres qui sont liés à cette offre de stationnement automobile ici sur Paris. Donc voilà, depuis peu, il y a eu, pour donner un peu des éléments de contexte, il y a eu depuis quelques semaines, je ne sais plus si ça date maintenant de quelques mois, en tout cas quelques semaines, le passage de tous ces quartiers-là en stationnement payant. Et déjà, ça a largement changé voilà, ce qu'on peut constater en termes de suroccupation, trottoirs, même des places de stationnement, parce qu'aujourd'hui, il y a plutôt une offre qui est supérieure à ce qu'on constate en termes de stationnement. Donc voilà, ça ne résout pas tout hein, de dire ça. Hein. Il y a aussi des usages qui sont compliqués à faire évoluer du point de vue automobile, mais on sait que c'est un des principaux déterminants sur une stratégie d'écomobilité. Et donc, voilà, il y a une offre qui se développe en parallèle en stationnement mutualisé. Il y a une offre de services d'écomobilité qui aussi doit être développée par la ville de Lille. Et c'est le cas, hein, du coup, en parallèle de cette question du stationnement. Et voilà, je ne sais pas si ça répond totalement. Peut-être Madame Prigent, je ne sais pas s'il y a il y a des contextes un petit peu équivalents, j'imagine, à Marseille, hein, sur ce type Complètement. de Alors, on a également le passage de plus en plus de quartiers en stationnement payant. Mm. Euh, et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, on a, alors, au début, clairement, les habitants et les commerçants râlent. En réalité, c'est un vrai atout pour les commerçants parce qu'on se rend compte que quand le stationnement est gratuit, on a 40% des places qui sont occupées par les mêmes voitures sur environ un mois. Et donc, le stationnement payant, ça permet une meilleure rotation des voitures et donc plus de clients qui peuvent venir au commerce voilà, sans rentrer à l'intérieur du commerce. Mais voilà, donc ça permet une meilleure rotation. On est également effectivement sur une libération de l'espace public. L'espace public, c'est quelque chose qui doit être partagé et qui ne doit pas être approprié par une voiture qui ne sert à rien sur l'espace public. Enfin voilà, clairement, on a un foncier qui est limité partout. Il faut pouvoir le partager et le laisser à la voiture qui stationne et qui ne sert à rien n'est pas n'est pas une condition idéale du vivre en ville. Donc oui, il faut avoir des plaidoyers pour les reports modaux. Alors si vous avez la chance d'avoir des transports développés du côté du c'est parfait. Sur Marseille, on plaide et on pleure beaucoup pour le développement des transports en commun parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais ça renforce quand même tout l'enjeu de ces modes de transport collectifs. On a également les déploiements d'autopartage. Et on sait que une place de véhicule sur un système d'autopartage, c'est 9 véhicules stationnés en moins dans l'espace public. Donc on a aussi tous ces chiffres-là qui viennent en tête et qui sont des éléments explicatifs des démarches qu'on porte tous, en se disant finalement que une partie de la ville restera circulée et de manière légitime. Et l'idée, c'est pas de mettre les villes sous cloche, mais de retrouver des flux qui soient justifiés et qui soient chacun à leur juste place. Et la voiture n'est pas, alors était le Graal il y a des décennies en arrière, clairement on ne l'est plus aujourd'hui, ne le sera pas demain. Et on a l'enjeu de la mutation en fait de cet espace public et de reconforter tout le monde, y compris sur des questions de sécurité de tout un chacun. Je peux continuer à me plaidoyer très long, mais Ouais, je... c'est un vaste, vaste sujet. Peut-être qu'on a le temps de prendre encore, Clara, une ou deux questions ou vous souhaitez Mm. conclure? Oui, oui, je peux vous laisser prendre encore une ou deux questions, pas de souci. Ben voilà, moi j'avais noté peut-être des questions plus techniques auxquelles je pourrais répondre hein, sur qu'est-ce qu'on a derrière le terme de canyon et derrière les hypothèses de modélisation sur l'étude Marseille 2030. Juste peut-être répondre au canyon. Le canyon, on a dissocié dans l'approche le canyon bioclimatique
qu'on avait défini effectivement sur des segments de rues avec des carrefours assez éloignés de plus de 80 mètres et des rues qui avaient un rapport hauteur et largeur avec finalement une configuration de rue étroites et hautes avec leurs bâtiments. Et donc, ce phénomène-là était effectivement croisé au sens d'orientation des vents, avec des problématiques effectivement de rues qui n'étaient pas dans les ventilés en fait l'été, et potentiellement des espaces de surchauffe dans lesquels en fait voilà, on va avoir des phénomènes amplificateurs au niveau des températures, mais même aussi d'autres déterminants environnementaux de santé sur le bruit, etc. Donc des phénomènes de résonance en partie. Et puis il y avait le canyon hydraulique qu'on appelait comme ça, donc il était effectivement plutôt le chemin théorique, hein. C'était pas une modélisation complète du chemin de l'eau, mais effectivement d'axes de ruissellement importants dus notamment au relief et à l'imperméabilisation des sols. Donc, on répondra en parallèle peut-être sur les hypothèses de projection climatique. Et il y avait d'autres questions qui étaient plutôt effectivement sur, alors peut-être une question pour Paul-Antoine, pourquoi c'est compliqué de planter des arbres dans les courées? Et une autre question qui était effectivement peut-être collectif, hein, est-ce que c'est mieux de désimperméabiliser, de remettre une couche de terre par-dessus l'asphalte, etc. Donc peut-être les courées d'abord, Paul-Antoine, et puis on peut élargir aux arbres et au sol. Euh, oui, on découvre, il y a plusieurs sujets qui font que c'est compliqué de planter. On a une partie des réseaux qui, en souterrain, passent dans cet espace contraint qui est l'espace extérieur central. On a aussi, du coup, des distances métrées sur la façade, sur les courriers, qui font que c'est difficile de planter des arbres à grand développement, qui, même s'ils peuvent avoir un impact intéressant en été, voilà, il faut être vigilant à pas trop dégrader non plus les apports solaires passifs, qui sont déjà un petit peu contraints, ce qu'on a fait tout à l'heure hein, sur ces forêts. Et donc, voilà, il faut trouver le bon équilibre toujours entre les questions de risque de surchauffe d'été et puis de apports solaires passifs. Et donc, voilà, même si on a des arbres caducs, on sait que diminue un petit peu les apports solaires passifs. Euh, et donc, dans des systèmes très contraints où ces apports solaires passifs ils sont déjà dégradés, il faut faire attention à ne pas les dégrader, même encore un petit peu plus. Voilà, donc, c'est pour ça que c'est un choix qui n'est peut-être pas généralisable à toutes les courées, hein, mais qui avait été défini pour dire les potentiels, ils sont plutôt pour travailler sur d'autres strates végétales. Il est de retrouver un petit peu de pleine terre, je crois que c'était la deuxième question, hein, sur le niveau du sol, quand c'est possible. Donc ça, c'est l'idéal. Avec du coup des strates végétales qui peuvent être denses quand même, hein, mais qui ne peuvent pas forcément arborer, et travailler pour les façades sur d'autres aspects de protection solaire, qui vont être plutôt la protection solaire en façade, notamment les personnes qu'on a évoquées tout à l'heure. Et donc l'idée est plutôt d'avoir un rafraîchissement passif au sol et de protection en façade. Merci. Sur la question de la désimperméabilisation, oui, pleine, pleine terre, si possible, si possible en connexion avec la question de la gestion de l'eau, si possible avec des strates végétales variées et denses. Et après, il y a des contextes, en l'occurrence, là, sur les sites faubourgs de Lausanne et Moulins, où c'est compliqué pour des questions de réseau en infrastructure ou autres, ou les questions que j'évoquais tout à l'heure, hein, de retrait gonflement, qui font qu'on va être un peu contraint sur l'utilisation de la terre et on sera potentiellement sur d'autres types d'aménagement, peut-être en bac ou autre. Je pense que les situations, enfin, les enjeux sont assez proches sur Marseille, où il y a effectivement un gros aléa de retrait gonflement d'argile et effectivement, il y a tout un sujet effectivement de la place de l'arbre et des conditions de son essor en ville et de cohabitation avec des questions d'accès pompier, enfin voilà tout ça, cohabitation avec les réseaux et effectivement un travail qui a été fait par le service GEMAPI, je crois, de la métropole sur des contraintes de désimperméabilisation, enfin comment on peut mettre bout à bout voilà, des questions sur les natures des sols, la latence de l'eau dans les sols qui peut aussi fragiliser
pour certaines situations des fondations, etc. Je ne sais pas si Perrine, vous voulez compléter Oui, ce que complètement. j'ai dit. Il y a cette étude effectivement qui est en cours de la métropole sur les potentiels de désimperméabilisation sur la métropole où ils ont pris plusieurs secteurs d'enjeu, mais dans les secteurs d'enjeu, il y a celui de la vape. Donc, il couvre toute notre étude, hein, Centre-ville résilient. Et on voit hein, toute la complexité de planter l'arbre en ville, d'autant plus quand on a dans certains bâtis anciens des fondations qui ne sont pas très profondes. Et donc, on voit que les systèmes racinaires peuvent aussi venir perturber le bâti. Donc, il y a tous ces enjeux là. Il faut qu'on puisse planter. Après, c'est quoi planter, où, comment, quelles espèces. Voilà, on tire le fil des questions et pour aller jusqu'à l'opérationnel ensuite. En tout cas, l'intégration des modes de réflexion de la GEMAPI dans l'évolution de la fabrique de la ville est aussi quelque chose qui est pertinent et intéressant et qui vient parfois percuter des pratiques de services dans le dur, hein, voirie. Et donc, ça permet quand même, je pense aussi, de se dire qu'ensemble, en mélangeant les compétences, on arrive aussi à prendre ces tournants-là. Ça fait partie de tous les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui. C'est faire évoluer les pratiques de toutes et tous. Donc voilà, on en a terminé. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Stéphanie, Paul-Antoine et Perrine pour vos présentations très intéressantes. Euh, et donc le prochain webinaire de la PCC aura lieu le 11 janvier. Donc je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Si, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.